Il y a aujourd'hui en France entre 85 et 150 000 personnes qui ont une personal brand. Et quand on regarde les chiffres de plus près, on réalise que 95% de ces personnes-là sont situées entre 0 et 5 000 euros. Mais en revanche, les 5% les meilleurs sont plus à 20 000 euros de profit. Donc aujourd'hui, on va essayer de vraiment décortiquer qu'est-ce qu'un système à 25 000 euros de profit, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas aux chiffres que vous souhaitez avoir et quel type de routine va falloir mettre en place pour réussir à aller chercher plus de profit et réussir à scaler et faire partie des meilleurs sur le marché français. Alors aujourd'hui, que vous soyez débutant en personal brand ou que vous soyez déjà bien établi, il faut que vous gardiez en tête que le cœur et la source de vos trafics, ça va être bien évidemment le contenu organique. C'est-à-dire qu'on vit dans une ère où maintenant, depuis 2 ans, c'est plus les ads qui vont faire tourner votre business, mais c'est vous-même. C'est combien de vidéos qualitatives vous allez sortir par jour, est-ce que vous allez être régulier et est-ce que vous allez vraiment miser sur le trafic organique plutôt de penser que les ads vont changer la donne pour vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les grands infopreneurs, qu'ils soient français ou américains, sur les deux marchés, ils vont seulement dédier 5 à 10% de budget pour des ads. Et au final, quand on fait une analyse de leur chiffre d'affaires, souvent c'est 90% du CA qui vient du contenu organique. Donc gardez ça en tête et que ça sera toujours le cœur des 5 piliers qu'on va voir par la suite. Alors ce fameux contenu organique, il va engendrer une source de trafic qu'il va falloir gérer. C'est-à-dire que faire des vues, c'est une chose, mais gérer son trafic et le transformer en dollars, c'est une autre chose. Donc pour gérer ça, on va s'appuyer sur 5 blocs qui sont tout autant importants les uns que les autres, qui sont du coup l'offre et le prix, l'acquisition, les sales, SOP and IA et le recrutement. Donc si on arrive à respecter ces 5 blocs et qu'on arrive à exceller dans chacun de ces blocs, il n'y aura aucune raison, avec un bon trafic organique, qu'on ne puisse pas scale notre personal brand entre 15 et 20K. Alors on va commencer avec le premier bloc, qui va être celui de l'offre et du prix. Et même si chaque bloc est tout autant important l'un que l'autre, je trouve que celui-là va quand même avoir énormément d'impact positif sur vous et votre personal brand si vous l'appliquez correctement. Donc ce que je veux dire par là, encore une fois, c'est qu'avoir une bonne offre, ça va engendrer des clients avec beaucoup de résultats. Et des clients avec beaucoup de résultats, c'est des clients satisfaits qui non seulement vont pouvoir témoigner de votre offre, et en plus de ça, ils vont pouvoir en parler à leurs proches et à leur entourage. Donc on a tendance à penser que le bouche à oreille se fait que en business physique, mais détrompez-vous, il se fait énormément avec le business en ligne également. Donc un bon prix également, ça va être très important. Malheureusement, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre dès le début parce qu'un bon prix, pour le déterminer, il va falloir passer des dizaines et des dizaines de sales calls. Il va falloir analyser ces chiffres. Et il va falloir comprendre quel est le prix optimal de votre offre. L'autre déterminant du prix, ça va être la valeur que vous allez apporter à votre client. Donc qu'on soit dans le make money ou pas, la valeur perçue par le client va être différente dépendamment de l'offre que vous proposez sur le marché. Est-ce qu'on a un suivi avec lui, une sorte de mentoring? Est-ce qu'on l'accompagne? Est-ce qu'on va lui parler toutes les semaines? Est-ce qu'on va répondre à ses messages sur WhatsApp? À quel point il va rentabiliser votre offre si on est dans le make money encore une fois. Est-ce que c'est sous 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce qu'au bout de 3 mois, il gagnera 10 000 euros par mois grâce à ce que vous lui avez enseigné? Si c'est le cas, peut-être que vous devez le charger 10 000 euros. Je ne sais pas. Donc faites un calcul, essayez d'avoir un avis extérieur sur l'offre, à quel point elle a de la valeur pour votre prospect. Est-ce que c'est quelque chose qui va littéralement changer sa vie ou pas? Un autre point qu'il va falloir énormément prendre en compte, c'est l'équation de valeur perçue par le prospect. C'est-à-dire que, étant donné que le client, jusqu'à ce qu'il passe à l'action et qu'il achète l'offre, il n'aura pas accès à votre formation, le plus important, c'est comment la formation et son contenu va être perçu avant l'achat. Une fois qu'il l'a entre les mains, bien évidemment, on espère que vous avez quelque chose de qualité et qu'il va être satisfait de sa décision, mais c'est surtout avant qu'est-ce qu'il pense qu'il va y avoir qui va le faire passer lui-même à l'action. Donc pour ça, ce qu'on veut faire, c'est sa perception, on veut se focaliser sur donc, les résultats rêvés. Donc, on veut se focaliser sur quel est son objectif et est-ce qu'on est vraiment celui qui va lui permettre d'atteindre ces fameux résultats rêvés. L'autre chose, c'est la perception de la réussite. Donc, la perception de la réussite, c'est que s'il fait le choix d'aller avec vous, c'est pas pour faire le choix d'aller avec quelqu'un d'autre dans 3 mois. C'est avec vous que ça se passe, c'est maintenant ou jamais, et c'est avec vous qu'il va réussir et vous n'allez jamais le faire regretter. C'est comme ça qu'il doit se sentir avant de passer à l'action. Alors maintenant, on va parler du bloc de l'acquisition. Alors l'acquisition, c'est un des blocs les plus importants pour moi parce que sans acquisition, on n'a rien. On a beau avoir les meilleurs closers, les meilleurs setters, la meilleure offre. Si vous n'avez pas une acquisition en béton avec une arrivée journalière de leads pour prendre des appels de vente, forcément, il n'y aura pas d'argent, de rentrée d'argent par la suite. Alors que si vous avez que de l'acquisition et pas de système derrière, c'est toujours quelque chose qui peut être mis en place assez rapidement et c'est le moins difficile en fin de compte. Donc l'acquisition, toujours à prendre en compte et à prioriser surtout. Donc pour ça, je vous ai résumé du coup dans le Miro les différents points sur lesquels on va axer et on va se focus, on va se focaliser pour avoir une acquisition irréprochable. Donc un contenu organique qui hook en 3 secondes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez commencer sur les réseaux, vous de base, vous êtes juste une personne qui a énormément de connaissances, qui veut partager ses connaissances et du coup la monétiser. Mais vous ne savez pas encore votre compatibilité avec les réseaux et vous ne savez pas encore comment les gens sur Internet ils vont réagir avec vous. Donc au début, c'est absolument normal que vous ne fassiez pas de vues. Ne vous attendez pas les premières semaines à faire 1000 vues par réel. Le but, c'est de comprendre comment notre personnalité, elle va matcher du coup avec cette audience d'Internet et comment on va prendre ça comme
comme feedback, en fait, c'est comme une sorte de data center où on va analyser tous nos anciens contenus et on va faire du A/B testing. Donc là, ce hook-là, il a bien marché. Est-ce que c'est grâce au hook ou est-ce que c'est grâce à la musique? Est-ce que c'est ma manière de parler ou est-ce que c'est l'endroit où je filme? Et en fait, petit à petit, votre cerveau inconsciemment, il va comprendre quel type de format vous devez faire pour les réseaux sociaux. Ça prend du temps, ça prend 100, 200 vidéos à publier avant de commencer à développer des automatismes, mais il faut passer par là. Ensuite, on va parler du bon format, répété sur plusieurs plateformes, pas un seul canal. Alors c'est très important que vous preniez en compte que vous devez être présent sur plusieurs canaux. Moi, je recommande 2 ou 3 canaux, plutôt 3 pour être honnête avec vous, dépendamment de l'industrie dans laquelle vous êtes. Moi, personnellement, je fais du YouTube, de l'Instagram et je suis en train de développer TikTok et par la suite LinkedIn. Donc j'avoue que j'ai fait un quatrième aussi, mais c'est parce que c'est propice à le faire avec ma niche. Maintenant, il faut que vous compreniez que c'est pas parce que vous êtes sur 3 plateformes différentes qu'on va faire du contenu différent pour les 3 plateformes. C'est-à-dire que TikTok, Instagram, ça marche plus ou moins de la même manière. YouTube Shorts, c'est aussi la même chose. Après, sur YouTube, vous allez faire du format longue vidéo, à ne pas sous-estimer, beaucoup plus de temps à investir, beaucoup moins de vidéos que vous pouvez sortir. Mais faites-le. Les vues sur YouTube, ils sont beaucoup plus qualitatifs que les vues sur Instagram. Je préfère 10 fois faire une vidéo YouTube avec 1000 vues qu'un réel Instagram avec 100 000 vues. Parce qu'il y a plus de chances que je fasse plus d'argent avec ma vidéo YouTube à 1000 vues. Maintenant, vous allez avoir besoin d'un setting qui filtre avant l'appel, formulaire de qualification. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que aujourd'hui, un appel de vente, ça doit durer 1 heure. D'accord? 1 heure dans une journée, c'est très précieux. On ne veut pas perdre 1 heure si on n'a pas au moins une chance sur deux de closer derrière et de vendre un high ticket. Donc ça veut dire que comment on va faire ça? On va faire en sorte de filtrer le plus possible notre prospect pour être sûr que le jour de l'appel de vente, il y ait le maximum de chances qu'il close. Donc ça va se faire avec un formulaire, donc soit sur iClose, soit sur Calendly. Et vous pouvez regarder mes anciennes vidéos sur Instagram ou mes shorts YouTube. J'explique comment qualifier son prospect. Donc ça passe par le formulaire en lui faisant du coup une sorte de QCM. On va lui demander, par exemple, est-ce qu'il est motivé à commencer tout de suite? Quel va être son capital de départ pour commencer? Où est-ce qu'il en est actuellement? De parler un petit peu plus de lui, de sa profession actuelle. Quelle somme il devrait générer avec ce projet-là pour remplacer son activité actuelle? Ça, c'est des questions très subtiles qui vont vous permettre de voir qui vous avez affaire en face de vous. Parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet, ils cliquent, ils prennent des rendez-vous, ils oublient, ils n'ont même pas les moyens, ils ne savent même pas. Ils prennent 3, 4, 5 rendez-vous par mois dans 3, 4, 5 business différents. Donc assurez-vous que votre prospect est qualifié. Ensuite, on va avoir les messages qui éliminent les mauvais prospects avant les rendez-vous. Donc ça, une fois que le prospect est qualifié, qu'il a répondu au formulaire, que ça match avec vos attentes et que vous vous engagez à le prendre en appel de vente, ce qu'on va faire, c'est que 24 heures avant le call, on va lui envoyer soit un message audio, soit un message où on va se filmer, on va lui dire voilà, salut, donc c'est Sofiane, je serai là pour le call demain. Je voulais savoir, est-ce que tu avais des questions avant qu'on commence? Est-ce que tu peux me confirmer ta présence? Etc. etc. S'assurer de toujours avoir l'attention du prospect et qu'il ne nous la mette pas à l'envers pour au final qu'il ne se présente pas ou qu'on ait un no-show. Finalement, ça va être volume régulier, pas dépendant d'un seul coup de chance. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que vous publiez une vidéo, que ce soit sur YouTube Short, YouTube, Instagram ou TikTok, il faut que vous sachiez qu'un réel, c'est comme si vous grattez un ticket grattant. Chaque réel que vous publiez, c'est une chance sur 100 ou une chance sur 1000, par exemple, de faire 1 million de vues. Donc, voyez ça comme de la régularité, d'accord? Le plus de réels qualitatifs vous allez publier par mois, le plus de chances vous allez avoir d'avoir des réels du coup qui vont aller viral, le plus de vues vous allez faire. Plus de vues égale plus d'argent. Ça marche toujours comme ça. Donc soyez réguliers. Il y a des reels, vous n'allez pas faire beaucoup de vues. Il y a des journées, elles vont être terribles. Il y a des journées, elles vont être vraiment bien en termes de visibilité. Le plus important, c'est de ne pas rater un jour. Si vous partez en week-end, prévoyez à l'avance de faire des vidéos, de les mettre en brouillon, pardon, pour pouvoir les publier le jour J. Alors le troisième bloc, ça va être à propos des sales, le département des ventes. Donc les ventes, qu'est-ce que c'est? Il y a de l'attraction pour votre offre, il y a des personnes qui sont intéressées par ce que vous proposez et qui pensent que vous pouvez résoudre leurs problèmes. Donc on va organiser une rencontre pour voir si oui ou non vous allez pouvoir résoudre leurs problèmes et si ça match avec leurs ententes. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que la personne ne s'est pas sentie rassurée pendant l'appel de vente? C'est un petit peu comme un date, c'est-à-dire que les deux personnes sont mutuellement un intérêt commun, d'accord? Et on va voir si ça va aller plus loin derrière. Donc les sales, comment ça se compose? Donc, il va falloir bien qualifier avant de pitcher budget, urgence, décisionnaire. Donc ça rejoint pas mal avec ce que je vous ai dit juste avant sur le fameux formulaire qui va faire en sorte de s'engager sur un appel de vente. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire bien qualifié avant de pitcher? Ça veut dire surtout faire du cas par cas. Donc, je vous parle comme si c'est vous qui closez pour vous-même, d'accord? Mais si c'est votre closer, ça revient au même. Ça veut dire qu'il va falloir, avant son appel de vente, peut-être dédier 20-15 minutes pour relire à qui on a affaire. Alors voilà, c'est Kevin, 24 ans, il est dans l'armée, il gagne à peu près tant par mois et aujourd'hui, son but, c'est ça. Comme ça, on va pouvoir adapter son pitch face au prospect qu'on a en face de nous. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir un script structuré. Donc découverte, douleur, conséquences, solution, traitement. Donc il faut savoir qu'en début d'appel de vente, les 15-20 premières minutes, c'est très important de laisser votre prospect parler. Vous devez le laisser parler et être là en mode analyse. Donc on le laisse parler, on lui pose les questions, quelles sont ses douleurs, qu'est-ce qu'il veut,
pourquoi ce business et pas un autre, etc., etc. On essaye vraiment de laisser parler le prospect. Si vous parlez trop, il va se sentir submergé et ça va juste être un call où c'est vous qui prenez tout le contrôle du call, mais au final, c'est pas forcément une bonne chose parce qu'on veut une discussion avant tout. La troisième chose, ça va être de ne plus être le seul closer formé ou recruté. Donc ça arrive surtout pas avant les 15 000 euros net profit par mois, parce que je vous rappelle que si vous vendez à 2 000 euros, ça fait que 7 ou 8 ventes par mois pour arriver à ça. Donc 7 ou 8 ventes par mois, c'est largement quelque chose que vous pouvez faire tout seul. Donc avant ça, on ne veut pas prendre des risques de recruter pour faire diviser par deux le chiffre d'affaires. Et du coup, il faut être sûr d'avoir une acquisition en béton vraiment pour pouvoir recruter en dessous de 15K par mois. Donc moi, je ne le recommande pas du tout. Donc, une fois que vous allez recruter, le plus important, c'est la formation. Donc, c'est important que quand vous êtes à l'étape où vous closez encore tout seul, enregistrez vos calls. Ça prend peut-être beaucoup de gigas, mais faites-le. Les meilleurs appels de vente, vous devez les enregistrer. Vous devez faire des highlights sur vos meilleurs calls. Déjà, ça va vous faire du contenu pour Instagram et ça va vous permettre de former par la suite des closers. D'accord? Donc, faites du contenu à l'avance pour pouvoir avoir une formation en béton par la suite pour vos closers. Ensuite, on va parler donc des relances systématiques et des no-shows et indécis. Donc moi, je recommande toujours de faire payer le prospect pendant l'appel de vente. Surtout si vous avez une offre à pas plus de 2-3 000 euros. C'est très important parce que le plus le prospect va réfléchir après votre appel de vente, le plus il risque de se désister en fait sur sa décision. Donc c'est important d'essayer de le faire payer le jour J, même pendant le call. Maintenant, si le prospect ne paye pas, ça peut arriver. Souvent, il y en a qui sont prêts à faire all-in et qui attendent juste leur salaire. Donc, on veut quand même avoir un suivi. Un suivi au bout de 24 heures, un suivi au bout de 3 à 4 jours et un suivi au bout d'une semaine. Et au final, le but avec le suivi, ça va être de déterminer la cause du non-passage à l'action. Donc, est-ce que c'est un problème de finance? Si c'est un problème de finance, est-ce qu'une facilité de paiement pourrait arranger les choses? Donc, paiement une fois, deux fois, trois fois, avec contrat à l'appui, bien évidemment. Est-ce que c'est un problème autre? C'est-à-dire que est-ce qu'on a affaire à quelqu'un qui hésite peut-être avec un autre business ou quelqu'un qui sent que vous n'êtes pas la bonne personne qui va pouvoir l'accompagner? Il faut vraiment comprendre pourquoi il y a de l'objection. Soit c'est les finances, soit elle n'a pas assez confiance en vous, soit elle n'a pas assez confiance en lui. Mais peu importe ce que c'est, il faut que vous sachiez c'est quoi l'objection pour vous adapter à ça. Donc si c'est les finances, on propose facilité de paiement 2 ou 3 fois. Si c'est par exemple le fait que la personne n'a pas confiance en vous et votre offre, on essaie de la rassurer sur une offre avec des témoignages, on envoie des vidéos, on essaye de regarder son système et d'essayer d'apporter une preuve qu'on va pouvoir l'amener d'un point A à un point B et résoudre sa problématique avec son business. Ensuite, ça va être donc relance systématique des no-shows et des indécis. Donc, même si les no-shows, dépendamment dans quel business vous êtes, je ne recommande pas toujours de les relancer. C'est important, encore une fois, de comprendre si c'est un no-show qui a été volontaire ou c'est quelque chose qui peut être rattrapé et qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose au final. Donc c'est important de les relancer pour être sûr de ne pas passer à côté d'un lead qui aurait pu finalement payer. Même si les no-shows, ça sent pas forcément toujours bon, essayez de les relancer pour comprendre la cause. Si vraiment le no-show est justifiable, rebooker un call et essayez de le closer. Alors ensuite, le quatrième bloc, ça va être SOP et IA. Donc SOP, c'est quoi? C'est la procédure opérationnelle standard. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que une fois que vous serez plus du tout donc au début de votre business, que vous allez avoir vos premiers leads, vos premiers clients, vos premiers contenus qui vont devenir viral, il va falloir standardiser tout ça. Il va falloir se poser, avoir un regard extérieur et comprendre concrètement quelles sont les tâches qui nous rapportent du cash. Est-ce qu'on passerait peut-être pas un peu trop de temps par jour en montage vidéo? Est-ce qu'on est vraiment en train d'optimiser son système de sorte à ce qu'il n'y ait pas de limite à ce système et qu'on puisse du coup grandir? Donc pour ça, les points qu'il va falloir se focaliser dessus, ça va être documenter ce que tu fais en boucle. Donc tu dois comprendre et documenter ce que tu es en train de faire. Même si le cerveau humain comprend très bien ce qu'il fait en répétitif tous les jours, c'est important que tu te poses encore une fois et que tu listes un petit peu les tâches qui font tourner ton business aujourd'hui. Ensuite, tu vas devoir prioriser les tâches qui bouffent le plus ton temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on passe 2 heures par jour en montage vidéo, on va devoir se poser les questions du style: est-ce que mon contenu il perce grâce à la cinématographie que j'intègre dans mes montages vidéo ou est-ce que ça perce grâce à ce qui sort de ma bouche? Ça, il va falloir l'analyser. Peut-être essayer de diminuer certaines tâches qui n'ont pas un gros impact sur le business pour pouvoir standardiser le tout par la suite. Ensuite, il va falloir utiliser l'IA pour déléguer les tâches répétitives. Donc ça, c'est quelque chose que 95% des entrepreneurs ne font pas, c'est qu'ils ne se forment pas en IA. Vous devez vous former à utiliser Claude, vous devez utiliser Claude comme un employé parce qu'il coûte que 20 euros par mois ou 200 euros par mois pour la plus grosse version. Mais c'est très important que des tâches qui peuvent être standardisées et donc multipliées à l'infini sans effort humain, juste en quelques clics, vous devez les intégrer dans votre business parce qu'un gain de temps n'est pas négligeable quand on veut scaler son offre. Ensuite, vous devez centraliser dans un seul outil, pas 10 fichiers éparpillés. Donc l'outil que vous allez choisir, ça va dépendre énormément de la niche dans laquelle vous vous situez. Certaines niches vont être plus compatibles avec Claude, d'autres niches vont être plus compatibles avec d'autres outils, mais c'est important de ne pas s'éparpiller. Donc on veut tout centraliser dans le truc qui est le plus sûr, qu'on utilise le plus,
et peut-être l'intégrer sur différentes plateformes par la suite. Donc, par exemple, si vous voulez faire du montage vidéo, je sais qu'il y a de très bons outils IA pour ça, auxquels on peut du coup intégrer Claude pour y insérer des prompts, etc. Maintenant, on veut une mise à jour régulière des process. Un SOP figé devient obsolète. Donc, le SOP que vous allez mettre en place, donc la standardisation donc, de toutes les opérations, elle va changer petit à petit. Je ne dis pas qu'elle va changer toutes les semaines, mais sur un business long terme, des mois en mois, ça va commencer à changer. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir les mêmes closers, on ne va pas avoir le même nombre de closers, ni le même nombre de setters. On ne va pas avoir les mêmes tâches quand on fait 5 cas par mois dans sa journée que les mêmes tâches quand on fait 20 à 30 cas par mois. Donc, le plus vous allez scaler, en fait, le plus vos tâches vont être vraiment at the top of the mountain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec qui fait 300 cas par mois, et en tant qu'infopreneur, la seule chose dans laquelle il est l'acteur primordial aujourd'hui, au final, c'est le contenu qu'il va créer. Mais le monter, c'est pas lui. Closer, c'est pas lui. CT, c'est pas lui. Lui, il prend juste sa caméra, il envoie les cuts dans un groupe chat, et après, on s'occupe de tout derrière. Mais ce même gars, quand il a commencé, il n'en était pas là. Donc c'est pour ça qu'on doit toujours, en fonction de sa montée et de sa croissance, adapter son SOP pardon, à ce qu'il soit le plus optimal possible et à ce que surtout il y ait une étape par la suite. Alors finalement, le 5 est le dernier bloc et c'est celui pour lequel je pourrais vous parler pendant des heures parce que c'est celui qui ne dépend pas de vous-même. C'est-à-dire que vous avez beau être le meilleur, vous avez beau être bon, si vous ne savez pas travailler avec les autres, vous allez être capé dans la vie. Donc c'est très important. Oui, d'être bon, c'est une chose, mais quand on veut scale, c'est très important d'avoir l'œil sur les personnes qu'on veut recruter. Donc un bon recrutement, ça va passer malheureusement par beaucoup d'échecs. Vous allez devoir passer par des personnes qui ne sont pas compétentes parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile de recruter quelqu'un de mauvais que de quelqu'un de très bon, un A-player comme ils disent. Donc aujourd'hui, les points qui tournent autour d'un bon recrutement, ça va être donc, recruter avant la surchauffe, pas après le burn-out. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est très important de recruter à un moment où l'acquisition, elle est au top du top et que vous sentez que vous pouvez toujours avoir un contrôle sur les sales calls et que vous êtes toujours en train de closer vous-même. Donc c'est important que quand on va onboarder un closer au début, on ne va pas le mettre tout de suite sur les leads les plus chauds et on ne va pas prendre le risque de perdre du chiffre d'affaires. On fait rentrer un closer, on le prend avec nous en appel de vente, en shadow, c'est-à-dire qu'il va être là, il ne va pas mettre sa vidéo, mais il va juste être là pour regarder ce qui se passe. On lui envoie des calls, mais on lui envoie des calls sur des leads qui ne sont pas vraiment qualifiés, juste pour qu'il puisse se faire les dents en fait sur ses 5 à 10 premiers calls. Ensuite, petit à petit, après une ou deux ventes, on va commencer à déléguer du coup à 100% les calls et lui donner du coup des calls de plus en plus importants. Donc, dépendamment de vous, ça peut se faire sur 2 semaines la phase d'onboarding avec des calls pas très qualifiés et du coup faire le transfert petit à petit. Ensuite, il va falloir donc des profils spécialisés plutôt que des couteaux suisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que prenez quelqu'un qui a de l'expérience. Si le mec il était closer chez Decathlon ou qu'il était vendeur de voitures dans un concessionnaire, peut-être qu'il n'est pas trop apte à venir vendre une formation de kinésithérapeute. Donc adaptez-vous à l'industrie, essayez de voir l'expérience du potentiel closer que vous recrutez et ce qu'elle match avec ce que vous proposez sur le marché. Je ne dis pas que si vous avez une formation pour devenir kiné ou vous apprenez aux gens, peu importe dans la kinésithérapeutie, je dis pas que la personne doit avoir fait ça auparavant, mais est-ce qu'elle a fait quelque chose dans le domaine médical? Est-ce qu'elle a fait du closing pour de la pharmacie? Enfin, ça peut être n'importe quoi, mais ayez en tête que le closer ne doit pas sortir d'un monde totalement différent. Si ça fait 10 ans qu'il est dans le concessionnaire et que c'est un closer de voiture, il risque d'avoir une phase d'adaptation un petit peu plus lente. Ensuite, un onboarding clair dès le jour 1, culture et standards définis, pas implicite. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes quelqu'un qui a la flemme et que vous êtes quelqu'un qui compte beaucoup sur les gens et qui se disent voilà, lui, je le sens bien comme closer, on va le laisser faire, après on va voir. Non, on va pas le laisser faire. Vous devez être clair dès le début. C'est vous qui avez bâti le système, c'est vous qui avez pris les calls auparavant, c'est vous qui savez très bien comment les clients se comportent avec vous, avec votre offre, avec la manière dont ils sont venus vous parler. Donc c'est à vous d'expliquer aux closers. Si vous lui expliquez bien, vous gagnez énormément de temps. On ne veut pas l'envoyer à l'aveugle comme ça pour ensuite lui faire comprendre c'est quoi ses erreurs. On veut lui dire voilà, tu dois faire ça, ça et ça. Je t'ai préparé telle et telle vidéo. Le prospect, tu dois le laisser parler au début, tu dois faire ça ensuite, tu dois parler de tel et tel sujet, tu dois contrer les objections comme ça, mais le plus vous le formez et le plus vous êtes impliqué avec lui, le mieux il va réussir. Le but, c'est qu'il soit à l'aise le plus rapidement possible pour qu'il reste long terme, qu'il vous satisfasse et que vous le satisfassiez aussi. Donc, c'est important de prendre le closer avec vous en appel de vente. C'est important que vous soyez présent pour ces appels de vente à lui aussi et investissez vraiment du temps dans la formation de vos closers. Maintenant, si vous avez peur que le closer des fois, on a envie d'investir dans le closer, on veut le former, mais on ne le sent pas. On a l'impression qu'il va partir au bout d'une semaine ou deux. Donc, c'est très important de documenter tout ça. Documenter vos process de coaching, documenter vos process pas de coaching, pardon, mais de formation pour les closers. Et comme ça, vous pourrez dupliquer ce process-là par la suite. Donc, ça veut dire que moi, ayant moi-même été closer pour des infopreneurs par la suite et ayant moi-même recruté des closers pour mon propre business aussi,
j'ai réalisé que quand on standardise le tout en documentant comment ça se passe avec le premier closer, le deuxième closer, on finit par avoir du coup du data vidéo, donc des documents qu'on peut partager, etc. Et l'onboarding, il se passe beaucoup mieux. Donc c'est important de standardiser tout ça, de sorte à ce que si le closer parte d'ici une semaine ou deux, on a quand même un bout de formation digitale qu'on peut donner au prochain closer. Ensuite, KPI de suivi par poste, pas de pilotage à l'instinct. On veut des objectifs. S'il close à 10%, on doit lui mettre un red flag, on doit lui mettre une alerte pendant une semaine, et si les chiffres ne remontent pas, on doit le virer. N'ayez pas peur de virer vos closers. Si c'est pas le bon, si vous le sentez pas, n'ayez pas peur. On ne veut pas blesser les gens, mais malheureusement, on est dans un monde de requins. Donc moi, je me suis fait arnaquer plusieurs fois, que ce soit par des closers, que ce soit par des prestataires, peu importe. Mettez tout sous contrat. Recrutez quelqu'un, mettez-le sous contrat. Comme ça, il n'y aura jamais de litige. Et s'il y en a, on a le contrat avec vous, avec nous. Donc les KPI, ça va surtout permettre de suivre leur performance. La seule chose que je tenais à dire là-dessus, c'est que si vous avez un seul closer, ça peut ne pas être facile d'évaluer si c'est le closer qui est mauvais ou si c'est plutôt les leads qui sont mauvais. Mais par contre, quand vous en avez plusieurs, c'est très facile. S'il y en a un qui close à 60% et l'autre à 30% pour les mêmes leads, forcément, il y a un problème. Donc essayez de les suivre, essayez de les traquer, comprenez pourquoi ça n'a pas fonctionné, ayez une vue sur les discussions WhatsApp, sur les relances, ayez une vue sur tout. Le plus vous regardez comment vos closers se comportent, le mieux ils vont se comporter. J'en ai déjà fini pour cette première vidéo. J'espère avoir été très clair sur comment faire fonctionner votre infoproduit donc en 2026. Donc j'espère que vous avez compris que tout est basé sur le trafic organique. C'est vraiment le cœur des 5 piliers. Et j'espère que vous avez compris que ces 5 fameux blocs sont tout autant importants l'un que l'autre et qu'ils ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Donc même s'il y en a certains d'entre eux sur lesquels vous allez finir par passer plus de temps, il faut leur accorder tout autant d'importance. Pas forcément en temps, mais du coup en importance. Maintenant, il faut que vous sachiez que si vous êtes ici aux 2 à 3 cas par mois, c'est que vous n'avez pas réussi à atteindre le niveau de professionnalisme de ceux qui sont à 15 et 20 cas par mois. Donc ça passe par appliquer ces fameux 5 blocs tout autour du trafic organique, mais ça passe aussi par l'expérience et le temps. C'est-à-dire que n'importe qui rentre dans l'infoprenariat ne peut pas arriver à ce stade-là au bout d'1 ou 2 mois. Même en ayant été formé, c'est pas possible parce qu'il faut connaître son audience, il faut connaître sa personnalité sur les réseaux, il faut savoir à qui on parle, il faut savoir surtout pour qui on a de l'effet. Donc j'espère avoir été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, ça fera plaisir d'y répondre. Vous pouvez m'écrire aussi sur mon Instagram directement, je vous répondrai bien évidemment. Et on se retrouve du coup d'ici une ou deux semaines pour une prochaine vidéo.